Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous l'avons constaté, il y a eu dans le temps des fêtes des rassemblements familiaux, des voyages dans le sud et une distanciation sociale assez élastique. Pourtant, près de 80% de la population canadienne suit assez bien les mesures de protection pour limiter la propagation du coronavirus, lavage des mains, distanciation physique, confinement et même des fois quarantaine. La récente enquête iCare, à laquelle participaient 150 chercheurs de 40 pays, portait sur les comportements des populations en temps de pandémie. Elle montre des différences de suivi des consignes entre les pays, mais aussi entre les provinces canadiennes. En queue de peloton du Canada figure l'Alberta et le Québec. De nombreux Québécois choisissent de respecter les recommandations et les règlements liés à la COVID-19 plutôt à temps partiel. Alors, comment peut-on expliquer cette indiscipline ? Nous en parlons tout de suite, restez là. Pour parler de nos comportements en temps de pandémie et de notre indiscipline face aux mesures sanitaires, nous rejoignons aujourd'hui Catherine Desrivières-Pigeon, qui est sociologue de la santé, professeure titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous rejoignons aussi Yves Laberge, professeur en sociologie à l'Université d'Ottawa, membre chercheur régulier du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Bonjour. Bonjour. Au Québec, le couvre-feu risque d'être prolongé en raison d'un nombre élevé d'hospitalisations. Il y a actuellement près de 1500 patients atteints de la COVID-19 soignés dans les hôpitaux de la province. Lors de la crise sanitaire, un contrat moral passé entre les gouvernements et leur population repose sur de la bonne volonté et aussi une bonne perception du risque. Nous l'avons constaté à Noël, il n'est pas toujours bien suivi. Comment peut-on expliquer cette indiscipline, peut-être, professeur Desrivières-Pigeon? Le constat que je fais, moi, à partir des données que nous avons, c'est que, en fait, l'immense majorité des gens suit et adhère aux mesures. Donc, je pense qu'il y a un bémol à dire sur la question de l'indiscipline. Et moi-même, je dirais que comme sociologue de la santé, je suis presque étonnée, en fait, de l'adhésion aux mesures, même si, évidemment, il s'agit pas d'une adhésion à 100%, c'est jamais 100% des gens qui adhèrent aux mesures, et c'est jamais 100% du temps non plus. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire au départ, là, par rapport à cette question de l'indiscipline. C'est sûr que on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une adhésion parfaite, mais elle est là et elle se prolonge et elle est, je dirais, assez impressionnante, en fait, lorsqu'on regarde, là. On parle de, dans les dernières données de l'INSPQ, là, des taux d'approbation des mesures ou même de suivi des mesures, là, qui frôlent parfois des 95%, donc c'est très, très, très élevé. Oui, c'est vrai. Professeur Laberge, êtes-vous d'accord avec ce petit bémol? Oui, j'ajouterais de mon côté que c'est quand même particulier lorsqu'on regarde les gens qui désobéissent. Au fond, on serait porté à leur demander, mais pourquoi vous désobéissez? Pourquoi vous ne suivez pas la mesure? Dans bien des cas, ces personnes désobéissantes ont beaucoup de mal à réaliser la gravité de la situation. Puis en même temps, il faut dire que c'est une crise inusitée, non autant par son ampleur que par le type de contraintes qu'elle impose. Alors, le fait de ne pas pouvoir se réunir entre amis, de ne pas pouvoir aller au bistrot boire un verre, le fait de ne pas pouvoir embrasser ses collègues au travail en faisant la bise ou en donnant la main aux gens, ce sont les gestes les plus tellement banals qu'on oublie qu'on les a fait. On va dire, je sais pas si j'ai donné la main à tout le monde en arrivant à la réunion, des choses comme ça, parce que c'est tellement banal qu'on le fait sans s'en apercevoir. Et c'est ce qui est cruel dans cette crise-là, dans ce type de pandémie, c'est qu'on ne peut pas embrasser sa grand-mère ou les petits-enfants. Et puis, ce sont des gestes pourtant tellement naturels et sur lesquels, pendant toute notre vie, on s'est jamais attardé. C'est vrai.
En grande majorité, la plupart des Québécois suivent les règles, donc, et même le couvre-feu, même si selon un sondage récent, près d'une personne sur 3 doute de son efficacité. Pourquoi alors on a l'impression que c'est un phénomène qui prend beaucoup de place, professeur Desrivière-Pigeon? C'est une très bonne question. Je pense que les gens vont souvent... j'imagine, chercher comme un bouc émissaire ou enfin une raison pour notre malheur étant ici l'augmentation des cas. On l'a vu dans le temps des fêtes, par exemple, où il y a eu beaucoup de place accordée au fait que il y avait eu des gens qui s'étaient réunis dans le temps des fêtes, etc. Et puis, les gens faisaient une adéquation directe entre le fait que les cas, en effet, on voyait une augmentation des cas durant cette période-là, et puis le fait qu'il puisse y avoir des gens qui aient triché face aux mesures. Cela dit, l'adéquation, elle n'est pas si claire que ça et si évidente que ça. Si c'était si simple, on serait tous ravis, hein, s'il y avait une mesure parfaite qui fonctionne à tout coup. Le fait est que c'est pas toujours très clair et que même avec des mesures extrêmement sévères ou par exemple, comme on a vu en Europe, en Italie au début de la pandémie où les gens devaient rester à la maison, il y a toujours une proportion des gens qui devra se déplacer d'une manière ou d'une autre, hein, qu'il s'agisse des hôpitaux, par exemple, ou des gens qui vont prendre soin des personnes âgées, ou des gens qui vont garder les enfants, des travailleurs essentiels, etc. Donc, il n'y a pas, c'est impossible de faire en sorte dans la société que les gens ne se déplacent pas, ne se voient pas, et donc ça mène finalement à une pandémie qui est très difficile on peut pas tous se geler à 2 mètres et ne pas bouger, hein. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, quand on essaie de comprendre les comportements des gens, c'est le fait que les gens croient évidemment leur perception de la pandémie et de la gravité, ça Monsieur Laberge en a parlé, mais aussi croient à l'efficacité de la mesure. Et comme on le voit là, depuis des mois et des mois, il y a eu toutes sortes de mesures avec des effets pas toujours si facile à voir, mais ça peut avoir peut-être découragé un certain nombre de personnes qui voient pas finalement que ces mesures-là, qu'elles n'ont pas l'efficacité souhaitée selon eux. Tout à fait. Est-ce que ça... Professeur Laberge, est-ce que ça pourrait changer si le couvre-feu est prolongé au-delà du 8 février? Parce que pour l'instant, on note un petit peu d'indiscipline, mais pas beaucoup. Mais si on prolonge cette mesure-là, par exemple, est-ce que ça pourrait... Moi, je crois au couvre-feu, je crois à l'efficacité du couvre-feu parce que ça permet non pas de régler tout le problème, mais au moins de limiter en empêchant certains types de rassemblements, par exemple dans les bistrots, dans les bars, dans les fêtes, des choses comme ça. Donc, toutes ces activités qui ne sont pas liées au travail et aux services essentiels, mais qui sont plutôt de l'ordre du loisir. Eh bien là, ce qu'on constate, c'est que en faisant le couvre-feu, eh bien on empêche un certain nombre d'interactions sociales. Et ça, ben, c'est un bienfait en contexte de pandémie parce que ce qu'on veut éviter, c'est justement qu'il y ait une contagion. Et avec en plus de surcroît, là, toutes les variantes, la variante britannique entre autres, eh ben ça fait que le virus devient encore plus contagieux, donc c'est encore plus facile de l'attraper. Et donc c'est quand même une bonne chose, le confinement et le couvre-feu, parce qu'au fond, c'est la prévention parfaite. À partir du moment, même si on est très vulnérable, même si on est très âgé, très malade, très vulnérable, eh ben, s'il n'y a pas de contact avec les autres, on met toutes les chances de son côté. Et c'est ce que veut faire le couvre-feu. Et puis, au lieu de faire une interdiction complète même pour les gens qui sont au travail, eh ben le couvre-feu pour tout ce qui est loisir nous permettra au moins de contrôler un certain nombre de choses et de diminuer le nombre d'infections, de contagions. Je pense que c'est ça le but ultime. Oui. Et tout simple. Professeur Desrivière-Pigeon, est-ce que ça pourrait changer
Est-ce que les Québécois risquent de se rebeller si le couvre-feu est prolongé au-delà du 8 février? C'est difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, ils se sont pas rebellés. Donc, en tout cas, pas en très grande proportion. Cela dit, je pense que pour comprendre les comportements relatifs à des enjeux de santé, il faut essayer de puiser un petit peu dans nos connaissances sur d'autres types de comportements de santé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a des comportements pour lesquels on fait des recommandations et qui sont liés, par exemple, si on regarde, je sais pas moi, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Les gens, en général, y adhèrent dans le sens où ils croient à l'efficacité de ça, mais ils ne le font pas, ou en tout cas, c'est pas tout le monde qui fait ces comportements-là, pour différentes raisons, mais notamment parce que pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres de le faire. Par exemple, si on regarde dans certaines cultures, les gens ont l'habitude, prenons un autre exemple, de manger du poisson, ben c'est peut-être plus difficile pour des gens qui, dans leur culture, ne mangent pas de poisson, de se mettre à manger du poisson que pour des gens pour qui c'est dans leur culture et c'est donc quelque chose qui va de soi. C'est un peu la même chose en ce qui concerne toutes les mesures, qu'il s'agisse du couvre-feu ou des mesures de distanciation sociale, là, de ne pas aller voir ses proches. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ces mesures-là, même si elles ont l'air équitables parce que c'est la même mesure pour tout le monde, elles sont pas du tout vécues de la même manière par les gens. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'être confiné à la maison lorsqu'on a une grande maison, lorsqu'on a un terrain, par exemple, lorsqu'on a un chalet dans les Laurentides ou autre, tandis que si on est dans un petit appartement à Montréal, qu'on vit de la violence, par exemple, bon, c'est toutes sortes de situations qui font en sorte que ces mesures-là, pour certaines personnes, sont extrêmement difficiles à vivre. Ce qui est important de comprendre, c'est que les mesures ne sont pas vécues de la même façon par toutes les personnes et que selon la situation, certaines mesures peuvent être vraiment difficiles à vivre. Un des exemples que je pourrais vous donner, c'est celui des mères qui, parce que j'ai travaillé longtemps sur la question de la dépression postnatale, des mères qui viennent d'accoucher et qui normalement auraient pu compter à cette période cruciale de leur vie là, sur le soutien de leur mère, peut-être de leur sœur, de certaines amies, et qui vont se retrouver dans une situation où elles n'ont pas cette possibilité-là. Mais évidemment, ces mesures-là vont être beaucoup plus difficiles à vivre pour elles. Donc, sans avoir les données là, qui nous permettent de dire que les gens qui ne suivent pas les mesures sont de tel ou tel profil, là, je pense qu'il faut vraiment réaliser le fait que, comme l'a dit Monsieur Laberge tout à l'heure, ces mesures-là sont quand même difficiles à suivre dans la mesure où c'était des choses qu'on faisait naturellement, mais c'est aussi des choses qui nous, je dirais, qui font partie même de ce que l'on fait normalement pour sa santé. Hein. Le soutien social, c'est un déterminant majeur de la santé. Donc, d'être coupé du soutien de ses proches, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Donc, pour certaines personnes, ça pourrait probablement expliquer la difficulté qu'il y a à suivre à 100% du temps la mesure. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Laberge, aujourd'hui, on entend plus souvent parler de désobéissance civile que d'obéissance civile. Comment s'opère cette désobéissance civile, le refus d'obéir à une obligation réglementaire, et pourquoi les gens ont recours à cette forme de protestation en ce moment? Eh bien, je pense qu'au fond, le problème principal, c'est que beaucoup de gens ne voient pas la pertinence de toutes ces mesures-là. Et puis aussi, l'autre problème, c'est que, au fond, il y a deux autorités. Il y a l'autorité scientifique, incarné par le docteur Arruda, si vous voulez, qui se base sur la médecine, la science, etc. Et puis il y a l'autorité légale ou politique, incarnée par le gouvernement, par le premier ministre, et puis accessoirement par la police
police et puis par les autres formes d'autorité. Et donc, il y a un principe qu'on constate dans beaucoup de sociétés démocratiques, c'est que les gens ont besoin d'être convaincus du bien fondé des règles ou des lois pour y obéir. Il n'y a pas toujours une obéissance aveugle, comme on verrait par exemple dans les dictatures, dans les régimes autoritaires. Alors les gens veulent comprendre le bien fondé. Et puis là, comme on le disait tout à l'heure, la crise à laquelle nous faisons face est assez surréaliste parce que les gens ont du mal à concevoir que le simple fait de se rapprocher à moins de 2 mètres risque de causer la contagion, etc. Donc, la question de l'autorité, elle, est centrale. Les gens ont besoin de sentir que l'autorité est légitime, logique, rationnelle, et avec une telle crise, on ne le sent pas toujours. Et puis, il y a aussi des gens qui ont quand même, pour toutes sortes de raisons, envie de désobéir, tout comme j'aimais bien l'exemple dont on parlait tout à l'heure avec la question de la santé, tout comme il y a les conduites préventives en matière d'activité sexuelle, toute la question du préservatif, par exemple. Vous allez trouver ça farfelu. On parle de COVID-19 et là, tout à coup, je vous amène sur le terrain du préservatif, mais c'est parce que les deux ont en commun le fait que ce sont des pratiques sécuritaires qui existent, qui sont connues, mais qui ne sont pas observées par tout le monde, par tous les usagers. Et il y a des gens qui vont prendre le risque d'une pratique dangereuse, donc d'aller à moins de 2 mètres, de pas porter le masque, se réunir en groupe sans le masque, etc. Et ils vont dire, mais je prends le risque parce que les conséquences de ce risque ne sont pas immédiate. Donc, peut-être que je vais attraper le virus, mais je ne l'attraperai pas pendant la soirée où je suis avec mes copains. Je vais l'attraper maintenant, mais les répercussions, les conséquences, ce sera dans longtemps. Ce sera dans 1 ou 2 semaines. Et les gens, à ce moment-là, ne mesurent pas le risque de la même manière que si c'était un risque immédiat, comme se balader sur le bord d'une falaise ou conduire une voiture en dépassant les limites. Là, on risque à ce moment-là une conséquence immédiate. On se retrouve dans le fossé ou on meurt. Mais dans le cas de la COVID, on risque de l'attraper, mais si on l'attrape, ça prend des jours et des jours. Donc, on voit les gens autour de nous, dans la fête ou dans la réunion de famille, qui adoptent des pratiques dangereuses, mais ils n'en subissent pas immédiatement les conséquences. Oui. Professeur Desrivières-Pigeon, les règles n'ont pas les mêmes conséquences chez tout le monde. On a vu récemment avec le drame de la personne itinérante Raphaël Landry qui est décédé dans la rue parce qu'il y avait des cas de COVID dans le centre où il comptait aller. Les inégalités sociales sont vécues vraiment plus difficilement, nous force à vivre les choses de manière vraiment difficile. Oui, et c'est une question qui est très importante et je trouve qu'elle est parfois perdue de vue un peu, probablement par les personnes qui prennent les décisions parce que, évidemment, les gens qui ont qui exercent le pouvoir sont des gens qui se retrouvent dans des situations qui souvent s'éloigne beaucoup de celles des personnes les plus vulnérables de notre société. Et je pense que c'est une critique qu'on peut faire de la façon dont les règles en termes de pandémie ont été faites. C'est vraiment d'avoir une vision, peut-être en raison de l'urgence, mais d'avoir une vision un peu moyenne du citoyen, la personne de banlieue qui a une voiture, qui a une maison avec un terrain. On a l'impression que les mesures ont été faites en pensant à ce modèle-là, pour qui les mesures sont, oui, contraignantes, mais finalement, pas si difficiles que ça. Et malheureusement, c'est relayé souvent, j'ai l'impression, dans les médias où on a eu parfois tendance à minimiser la difficulté qu'il y avait des mesures pour certains groupes, personnes plus marginalisées ou qui vivent plus de pauvreté. Les personnes en situation d'itinérance, je pense que c'est vraiment la situation la plus
en tout cas, ça fait ressortir un peu l'absurdité de demander aux gens à 8 heures d'être chez eux pour des gens qui n'ont pas de chez eux et pour qui, je pense, toutes les recherches scientifiques démontrent à quel point le fait de judiciariser la situation de ces personnes-là est tout à fait néfaste. On sait aussi les répercussions sur les enfants qui sont victimes de violences, les femmes qui sont victimes de violences. Donc ça, ce sont des situations, à mon avis, qui peut-être pas ont été perdues de vue, mais qui sont peut-être pas au cœur là, de la représentation que se font nos dirigeants de la situation. Et je pense que c'est vraiment très important là, de mettre de l'avant cette situation-là et de faire en sorte d'avoir des mesures qui vont être équitables et qui ne vont pas pénaliser davantage les personnes qui sont plus pauvres, qui vivent dans des situations difficiles, qui n'ont pas accès facilement, par exemple, à Internet, etc. Si on regarde, par exemple, la mesure qui consiste là à fermer les commerces, bien évidemment pour des gens comme vous et moi qui avons accès à Internet, c'est très facile de prendre notre ordinateur et de s'acheter toutes sortes de choses. Mais une personne âgée, par exemple, qui n'a pas cet accès facile, ben elle peut pas s'acheter de livres, elle peut pas s'acheter de revues, elle peut pas. Voyez-vous, c'est vraiment des mesures à géométrie variable en quelque sorte. Oui. Donc c'est très important de le souligner et de ne pas minimiser la difficulté, évidemment la difficulté qui est vécue par tous, la pandémie, mais la difficulté aussi qu'il y a pour certains groupes de la population à suivre les mesures. Oui, à protéger les plus vulnérables. Monsieur Laberge, vous êtes un chercheur régulier, donc on l'a dit, au Centre de l'UQAM. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les messages de protection de l'environnement? On protège parce qu'on comprend et parce que c'est légitime? Oui, et c'est une bonne question. On protège parce que c'est légitime, mais en même temps, parce que c'est bon pour soi. Il faut aussi que l'individu trouve un avantage. C'est une combinaison. On dit c'est bon pour la planète, c'est bon pour la société, mais quelque part, c'est aussi bon pour moi-même. Les gens entendent des discours, il faut éviter d'aller dehors, il faut garder la distance sociale. Et là, on entend des discours scientifiques dans les médias, et à un moment donné, il y a des gens qui vont dire, qui vont parler à leurs proches, à leurs amis, les voisins, la parenté. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Trouves-tu que c'est exagéré? Et ils vont, pour beaucoup, se fier davantage au jugement des personnes qu'ils connaissent bien, qui peuvent exercer une certaine autorité, par exemple quelqu'un qui est plus âgé, un grand frère, les parents, etc., pour se faire une opinion. Et ils vont même croire ou ils vont adhérer davantage à ces opinions-là de leurs proches plutôt que de s'en tenir ou de se référer uniquement aux discours scientifiques qui émanent d'autorités scientifiques ou de savants ou d'experts qui sont reconnus mais qui sont tellement loin de nous qu'on exerce une certaine méfiance ou une certaine prudence, un peu exagérée même, pour douter de la véracité ou de la logique de ces raisonnements-là. Oui, professeur Desrivières-Pigeon, en tant que sociologue de la santé, il y a des résistances, donc on écoute un peu plus les proches. On pourrait parler de la vaccination, qui est la résistance à la vaccination, qui est un bon exemple de ce qu'on peut vivre face à des règles ou à des mesures qu'on doit prendre, auxquelles on doit se plier. Oui, ben de la même manière que je vous disais que le respect, en tout cas au Québec, des règles, même si c'est jamais 100%, est quand même, selon les données que l'on a, assez grand. La résistance à la vaccination pour la COVID semble pas si grande que ça non plus. Je pense que les gens, dans l'immense majorité, en tout cas au Québec, après c'est culturel, je pense qu'il y a des pays où c'est différent aussi, mais il y a assez peu de résistance face à la vaccination. Cela dit, et je pense que M. Laberge le disait tout à l'heure par rapport à la fois au discours scientifique, il y a toute la question de la perception des risques. Et évidemment,
on sait maintenant, avec le recul, toutes les statistiques qu'on a pu colliger autour des décès, des facteurs de risque liés à la COVID, qu'il y a des gens, bien sûr, qui sont davantage à risque d'avoir des formes graves et de décéder de la COVID que d'autres personnes, bien sûr. Donc, les personnes plus jeunes, et notamment, là, je pense aux enfants et aux adolescents pour lesquels le vaccin, pour l'instant, n'a pas fait l'objet là, d'études, en tout cas exhaustives. Ben, moi, à mon avis, c'est peut-être là qu'il peut y avoir davantage de résistance dans la mesure où les enfants, on le sait, font quand même très rarement des formes sévères de la maladie. Donc, la perception du risque pour les enfants est beaucoup moins grande. Après, évidemment, la vaccination peut, dans certains cas, servir à protéger d'autres personnes, mais dans le cas du vaccin contre la COVID, on n'a pas non plus ces données-là. C'est important de comprendre aussi qu'on est dans une situation, bon, c'est toujours le cas dans le domaine de la santé. Il y a toujours des débats scientifiques, mais on est dans une situation où c'est difficile d'avoir des données exactes. Par exemple, sur l'efficacité des mesures, chaque pays a un peu ses bouquets de mesures. On voit les courbes, on voit les bouquets de mesures, puis on essaye d'en tirer des informations sur l'efficacité des mesures. Et c'est des données qui sont difficiles à avoir. Oui, professeur Laberge, pour terminer, est-ce que c'est un problème de communication, d'éducation? Est-ce que ça peut aider? Parce qu'on est dans une période réseaux sociaux, là, tout se passe beaucoup sur Internet. En effet, oui. Et puis, faut revenir à notre sujet de départ, c'est-à-dire l'autorité. Qui peut exercer une autorité sur les gens pour les amener à adopter des conduites sécuritaires ou à des conduites préventives dans ce cas de cette pandémie. C'est un problème complexe, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont reliés à cela. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que la pandémie, le COVID-19, ne fait que d'exacerber, d'intensifier, aggraver d'autres problèmes qui existaient déjà. Nos hôpitaux étaient déjà très, au bord de la saturation. Mais là, avec la crise, ils risquent d'être sursaturés. Et encore une fois, il existait d'autres domaines, d'autres cas où la population était plus ou moins portée à observer les règles édictées par les autorités. Et encore là, ces contraintes supplémentaires dont on vient de parler s'ajoutent à une situation où il existait déjà beaucoup de contraintes. Donc, ça ne fait qu'aggraver des problèmes qui existaient déjà et auxquels on ne s'était pas attaqué. Mais il ne faut pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Gérer une société, ça veut dire s'occuper de beaucoup de choses très différentes, mais qui sont toutes interreliées. Et lorsqu'il y a un problème d'un côté, on dirait que ça aggrave ou que ça intensifie tous les autres problèmes avec lesquels on était en lutte auparavant. Oui, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Catherine Desrivières-Pigeon, sociologue de la santé, professeure titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, et de Yves Laberge, professeur en sociologie à l'Université d'Ottawa et membre chercheur régulier du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le Centraire de l'UQAM. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche aujourd'hui, Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions si vous voulez les écouter. Nous avons aussi des podcasts sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la. En attendant, très bonne semaine à vous. Portez-vous bien. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique